Alors bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Je vais mettre ma webcam. Alors, tout le monde doit m'entendre. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour cet exercice difficile du webinar où on parle tout seul face à son écran. Je lis vos messages, donc le son est visiblement parfait. Je me présente, je m'appelle Guillaume Doquitonon, je suis le fondateur de Reach. En quelques mots, Reach, on aide les marques à travailler avec les influenceurs par une solution qui repose sur trois piliers, trois maillons. D'abord, on a une communauté qui a plus de 5500 influenceurs aujourd'hui, à peu près 500 nouveaux tous les mois, dans toutes les thématiques confondues. Le deuxième maillon, c'est une techno qui nous permet d'identifier ces influenceurs, de les suivre et puis évidemment de suivre les résultats des partenariats qu'on fait avec eux. Et le troisième de ces maillons, c'est notre équipe d'experts qui connaissent à la fois nos influenceurs et aussi notre techno et qui nous permet de monter des stratégies d'influence marketing les plus efficaces. L'idée de l'atelier, évidemment, c'est pas de vous présenter en profondeur Reach, ni de vous vendre notre solution. Ça, on peut le faire en one-to-one. Là, vraiment, je voulais rentrer dans quelque chose d'assez concret et de vous présenter des stratégies d'influence marketing qui fonctionnent, des stratégies voilà, qu'on a pu tester, chez Reach, et qui sont des stratégies qu'on a mis en œuvre et qui fonctionnent. L'idée, c'est de le diviser en deux. Déjà, côté influenceur, quel influenceur choisir et, euh, et enfin, quelle stratégie on met en œuvre. Pour ça, je sais que beaucoup des personnes qui sont présentes ici ont téléchargé notre livre blanc. Donc l'idée non plus, c'est pas de faire une duplication du livre blanc. Là, on va rentrer beaucoup plus concrètement dans les stratégies. Et aussi, c'est un format que je veux très interactif. Donc j'ai convié trois membres de l'équipe, Clémence, Julie et Yannick, qui travaillent chez Reach et qui déterminent les stratégies des marques et qui seront là pendant tout le webinar pour répondre à vos questions. Alors, il y a eu quelques petits ratés, il y a eu quelques petites suppressions de questions, mais en tout cas, Clément, Julie et Yannick me suivent. Ça me permet de dérouler la présentation et qu'ils puissent répondre à vos questions, même si elles ne sont pas forcément en rapport avec le slide sur lequel on est. Parfois, je m'interromprai aussi pour éventuellement répondre à des questions qui sont vraiment en rapport avec le slide. Ok, donc avant de commencer sur les stratégies, histoire de mettre tout le monde un petit peu à niveau, puisque j'imagine qu'il y a des niveaux de maturité sur l'influence qui sont différentes, on va faire un petit rappel sur l'influence marketing et les influenceurs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les influenceurs? Aujourd'hui, nous, on a fait nos calculs et on estime qu'il y a à peu près 1,5 million de comptes notables d'influenceurs. Alors un influenceur, c'est quelqu'un qui a une présence qui influence sur les réseaux sociaux. Donc un blogueur, un youtubeur, un facebooker, maintenant un snapchatter, un instagrammeur. Et tous ceux qui ont une présence sur les comptes des réseaux sociaux ne sont pas forcément influents. Il y a une étude américaine qui est assez intéressante qui considère qu'on a vraiment un pouvoir d'influence quand on est suivi sur un réseau ou sur plusieurs réseaux si on est multi-réseau par à peu près 1000 personnes. Alors c'est un chiffre qui est évidemment un peu arbitraire, puisqu'on se rend bien compte que quand on est, je sais pas moi, influenceur dans la mécanique de précision ou dans l'hydraulique, on a besoin de 1000 personnes pour être, on a besoin de moins de 1000 personnes pour être influent. Mais c'est un chiffre qui est quand même intéressant sur les grandes thématiques, on va dire, sur la beauté, sur la mode, sur la déco, sur les grandes thématiques, on va dire plutôt B2C. Et donc, partant de ce chiffre de 1000 personnes, nous, on a regardé combien il y avait de comptes en France qui étaient suivis ou combien de blogs étaient lus par plus de 1000 personnes par mois. Et ce calcul nous a donné à peu près 1,5 million répartis de la manière dont vous le voyez.
Aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué d'avoir ces datas sur les nouveaux réseaux et notamment sur Snapchat. C'est pour ça que je ne l'ai pas précisé. Mais retenez quand même ces chiffres. Et c'est vrai que on constate aujourd'hui une grosse accélération sur les YouTubeurs, sur les Snapchatters et sur les Instagrammeurs. Et d'ailleurs, on le verra quand on rentrera dans les stratégies qu'on a menées pour nos marques. C'est des réseaux qu'on privilégie vraiment beaucoup aujourd'hui. Alors, qui sont ces influenceurs? Je vous en ai mis six que je suis sûr que vous reconnaissez. Norman, on a Enjoy Phoenix, qui est la personne la plus influente dans la beauté. On a Corben en haut à gauche. French Web, évidemment, que vous connaissez tous, puisque ce webinaire est en partenariat avec French Web. Euh, on a voilà, ce sont des influenceurs. Alors, on distingue quand même deux types un peu différents. French Web, Presse Citron, ce sont des influenceurs parce que ce sont des médias. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent d'influenceurs, on prend plutôt l'influenceur qui parle en son nom. Vraiment. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un comme Norman, quelqu'un comme Enjoy Phoenix représente plus le mot influenceur. Sur l'influence marketing, pour prouver un peu l'efficacité de ce levier, on a aujourd'hui un tiers des consommateurs qui réalisent des achats à partir d'infos qu'ils ont lues sur des blogs. Et ça, cette statistique, elle est étendue évidemment aux vidéos qui sont regardées sur YouTube, aux posts qui sont vus sur Facebook et sur Instagram. On a chaque personne qui passe en moyenne 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Et évidemment, c'est une moyenne et on sait bien que les populations jeunes, nous on passe 8 heures par jour sur les réseaux sociaux, mais c'est notre métier, donc c'est un peu normal. Et on a un ROI moyen, une étude américaine encore, malheureusement pas encore menée en France, on s'y attelle, qui montre un ROI moyen de près de 10 pour 1 sur l'influence marketing. Et c'est assez intéressant parce que c'est des ROI qu'on trouvait au début dans le référencement naturel ou dans l'AdWords. Moi, je viens du référencement naturel et je remarque que c'est des ROI qu'on avait au début. Et c'est ça aussi qui illustre que c'est un levier qui est extrêmement intéressant. Et moi, ce qui me passionne dans l'influence marketing, c'est que c'est évidemment un levier de communication, mais c'est un levier de communication où le budget ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il y a une vraie notion de choix des influenceurs, choix de la mécanique qu'on va appliquer avec les influenceurs. Et finalement, avec moins de budget et des bonnes stratégies d'influence, on peut vraiment faire une opération qui est extrêmement virale et qui est bien réussie. Et c'est d'ailleurs ça que je voudrais illustrer par ce webinaire. Je réponds à une question que j'ai vue, je crois qui était j'ai vu une question qui demandait si on allait parler aussi du B2B. Alors oui, je vous rassure. Alors dans le choix des exemples que j'ai mis, j'ai plutôt mis des exemples B2C parce que c'est là où évidemment il y a des OP d'influence qui sont on va dire les plus communes. Après, j'ai gardé quand même 10 minutes de questions-réponses à la fin. Et nous, on a mené des opérations en B2B et ça peut aussi très bien fonctionner, même s'il est vrai qu'il y a moins d'influenceurs. Alors, le constat que je viens de vous faire, on n'est pas le seul chez Rich à le faire, c'est un constat qui est aussi partagé par les marques. Aujourd'hui, le budget de l'influence marketing, il représente à peu près 13% des budgets marketing, et c'est le budget qui est en plus forte croissance des budgets marketing, qui est en train de prendre le pas sur les budgets AdWords, sur d'autres budgets marketing, et on devrait avoir des budgets qui sont proches de 20% en 2019. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup de marques qui sont rentrées très tôt dans l'influence et qui finalement sont presque déjà à ce niveau de budget. Pour refaire la parenthèse du B2B, aujourd'hui, les marques sont toujours un petit peu plus hésitantes, un petit peu attendent de voir comment ça fonctionne dans le B2C, et c'est vrai qu'il y a un petit delta de retard, alors que je pense qu'il y a des belles opérations à mener. Première bonne pratique qui concerne déjà le choix des influenceurs.
Nous, on a vraiment un parti pris chez Rich qui fait écho un peu à un adage qu'on entend beaucoup dans la publicité, qui est trop de publicité tue la publicité. Et moi, je le dérive un peu sur les influenceurs et je dis parfois trop d'influence tue l'influence. En fait, si on, si on trace la pyramide de l'influence, en fait, on a en haut les stars de l'influence. Je vous ai montré tout à l'heure Norman, Enjoy Phoenix, Cyprien, vraiment ceux qui sont médiatisés et qui sont suivis par plusieurs millions de personnes. En bas, et en bien plus grosse quantité, on a la moyenne trend. La moyenne trend, c'est tous ces influenceurs qui sont les influenceurs montants, pas encore stars, pas encore médiatisés, qui ont des communautés plus restreintes. Et nous, c'est vraiment notre cœur de cible chez Rich. C'est avec ces influenceurs qu'on aime travailler, et je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, on a la longue traîne. Tous ces influenceurs débutants qui viennent de commencer, qui ont lancé leur chaîne YouTube, qui sont suivis par 300, 400 personnes, et qui parfois ont vraiment des courbes de croissance impressionnantes. Et ça, je vous expliquerai aussi ce qu'on fait et ce qu'on peut faire avec cette longue traîne. Alors déjà, pourquoi trop d'influence tue l'influence? Ce qu'on remarque avec les stars, c'est déjà que les budgets sont. On est face à des budgets qui sont équivalents à la télé. Aujourd'hui, quand on veut travailler avec des stars de l'influence, on est potentiellement sur des budgets de placement de produits vidéo, des vidéos à près de 30 000 euros. Donc, voilà, ça s'apparente vraiment à de la communication de télé. C'est des personnes qui sont extrêmement sollicitées par les marques. Et étant extrêmement sollicitées par les marques, évidemment, elles ne peuvent pas répondre à tous les partenariats, mais surtout qu'elles font beaucoup de partenariats et je trouve que, et beaucoup, alors pas tous, mais beaucoup les prennent plus forcément à cœur. Euh, Au-delà de ça, il y a beaucoup de contrats d'exclusivité qui sont menés avec ces influenceurs et donc finalement leur capital d'influence, il est limité et circonscrit auprès de quelques marques. Mais je dirais le plus frappant de tous ces arguments, c'est le ROI. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a presque une proportionnalité inversée entre l'influence et le retour sur investissement. Et nous, on remarque, et on n'est pas les seuls, à voir que l'engagement, c'est vraiment le KPI de l'influence marketing. Et on remarque que l'engagement, il est vraiment en baisse. Pour vous illustrer ça, prenons Enjoy Phoenix. J'ai évidemment rien contre Enjoy Phoenix. Quand elle fait une vidéo sur YouTube, 1000 vues d'une vidéo, ça représente à peu près 30 interactions. C'est-à-dire 30 likes, enfin 30 likes, partages, commentaires, dislikes, voilà, 30 interactions. L'interaction, c'est un peu, comme je vous disais, le KPI de l'influence, c'est ce qu'on va regarder. Et aujourd'hui, 1000 vues dans Joy Phoenix fait 30 interactions. On prend une influenceuse, nous on a des influenceuses dans la beauté qui sont suivies par 100 000 personnes, 200 000 personnes, donc à peu près 10 fois moins ou 20 fois moins qu'Enjoy Phoenix. Et bien ces personnes-là, quand elles font 1000 vues d'une vidéo, elles font 100 voire 110 interactions. C'est-à-dire plus de 3 fois plus qu'Enjoy Phoenix, donc 3 fois plus de partages, 3 fois plus de commentaires. Donc si je prends 10 ou 20 personnes de cette gamme-là, entre guillemets, je vais avoir 3 fois plus d'interactions qu'Enjoy Phoenix, et en général, je vais avoir des budgets qui sont 3 fois moins chers. Donc ça, je trouve que ça illustre vraiment ce côté baisse du ROI, baisse de l'interaction. Et d'ailleurs, on a fait cette étude aussi sur les Instagrammeurs, que je vous invite à lire. On l'a publié sur Les Échos et sur un super média qui s'appelle Influence, qui est un média qui est dédié à l'influence et aux influenceurs. Et on a remarqué que les Instagrammeurs, au-delà de 150 000 abonnés, ont commencé vraiment à voir décroître leur influence. Et mes collègues vous mettront le lien de l'étude où vous pourrez nous contacter par mail pour qu'on vous l'envoie. Elle est extrêmement intéressante. Au-delà de ce côté ROI, on remarque aussi un peu un côté contre-productif. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous voyez si la qualité de l'image est bonne, mais les commentaires YouTube des vidéos de stars, on remarque que finalement la communauté ne suit plus. Elle se sent un petit peu lésée et donc on voit des commentaires comme YouTube Money, combien a gagné tel influenceur pour faire ça.
Et je pense aussi que c'est très français, c'est que quand quelqu'un est au top, ben on aime malheureusement le descendre et c'est quelque chose qu'on remarque pas sur les influenceurs de moyenne traîne qui sont extrêmement soutenus par leur communauté. Il suffit de voir les commentaires qu'ils ont quand ils font, même quand ils font un partenariat avec une marque, on voit vraiment un soutien par la communauté. Ce qui nous amène donc à notre cœur de cible et donc notre première bonne pratique que nous on s'évertue à appliquer chez Rich, c'est travailler avec les influenceurs de moyenne traîne. Pourquoi? Parce qu'on retrouve une authenticité qui est extrêmement forte. Ils sont très proches de leur communauté. Ils disent quand ils bossent avec les marques et c'est apprécié parce qu'il y a de la transparence. Il y a des engagements comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai démontré, qui sont extrêmement forts. Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi, c'est la capacité à cibler et segmenter. C'est-à-dire que si je travaille avec une star, ben, je travaille avec une personne. Enjoy Phoenix, pour reprendre l'exemple, elle est blanche et blonde. Donc si je travaille dans la mode, dans la beauté, je vais finalement parler à des personnes qui sont blanches et blondes. Quand je travaille avec 50 influenceurs, eh ben, je vais aller pouvoir viser ben, des influenceurs je vais aller viser des blondes, des brunes, dans la beauté des influenceurs qui ont une peau mate, qui ont une peau claire, des femmes enceintes, qui ont encore d'autres problématiques. Donc je vais vraiment avoir un pouvoir de segmentation et de ciblage. Je vais avoir, et c'est pas négligeable, une dilution des risques, parce que l'influence marketing, c'est quelque chose qui est très, finalement, qui est très subjectif. C'est un message qu'on fait passer par les influenceurs, et parfois ce message, il est reçu pas parfaitement par quelques communautés, et l'influenceur peut passer, parfois peut se tromper sur les mots. Quand on bosse avec un influenceur, si on rate son message, on a raté sa campagne. Si on bosse avec 20, 30 influenceurs, si le message passe mal auprès d'un, ça passera, on a toujours nos 29 influenceurs qui passent le message comme on le voulait. Et ça, franchement, nous, on le voit au quotidien, c'est quelque chose qui est pas négligeable. Le meilleur ROI, ça, je voulais illustrer par mon calcul. Et ce capital d'influence qui est étendu, élargi par la somme de ces influenceurs, en fait, si on si on devait le résumer, quand on est suivi par 5000 personnes ou 10 000 personnes, et qu'on est quelqu'un qui parle, par exemple, de l'après-grossesse, eh ben, on sait que les personnes qui nous suivent, elles sont vraiment dans cette problématique, elles nous suivent vraiment pour ce sujet principal. Quand on est suivi par 2 millions de personnes, c'est compliqué finalement de trouver un point commun auprès de ces 2 millions de personnes. J'en profite pour répondre à une question que je vois au hasard de Julien qui demande comment on mesure les retombées. Alors nous, vraiment, le KPI phare dans l'influence aujourd'hui, pour nous, c'est l'engagement, c'est-à-dire le nombre de partages, le nombre de commentaires, le nombre de likes, le nombre de visites sur un site. Évidemment, on a la possibilité, par exemple chez Rich, de pouvoir générer des liens traqués qui nous permettent de remonter ben, jusqu'au lead, jusqu'aux ventes. Après, c'est quelque chose que je mets un petit peu que je pèse parce que les influenceurs ont aussi un fort pouvoir de branding, aussi de réassurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'apprête à acheter quelque chose, j'ai un doute, puis finalement, je retourne sur Google, je vois qu'il y a une vidéo qui en parle, ça me convainc. Et ça peut arriver peut-être 3 mois, 6 mois après l'opération d'influence. Et c'est pour ça que j'essaye de pas, qu'on essaye de pas tout miser sur le trafic vers le site, sur le lead, sur la vente parce que ce ne serait que considéré que 30% du poids des influenceurs. Voilà, j'espère, Julien, que ça a répondu à votre question. Enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, la longue traîne. Alors, la longue traîne, nous, chez Rich, on a des influenceurs managers, notamment Pauline, qui je vois aussi nous écoute, dont le métier est de repérer les influenceurs de demain, les influenceurs qui viennent de débuter. Et nous, on fait un gros travail pour les professionnaliser, pour les accompagner, pour leur faire rencontrer d'autres influenceurs, leur donner des conseils, des bonnes pratiques, de manière à les faire monter rapidement dans la moyenne traîne. Mais il y a parfois aussi des opérations qu'on peut mener avec la longue traîne. On en a fait une notamment pour Voyage SNCF, euh, parce qu'en fait, la longue traîne, comme ce sont des tout petits influenceurs, il y a vraiment leur communauté s'identifie, parce qu'on se dit,
Ben voilà, c'est presque moi, quoi. Et aujourd'hui, nous, on a fait une opération pour Voyage SNCF où il s'agissait de faire participer des gens à un concours, en fait, fallait se prendre en selfie devant un monument de Paris. Et c'était un concours qui était ouvert à tout le monde, au grand public. Et on voulait maximiser les participations. Et finalement, en utilisant la longue traîne et en demandant à la longue traîne de participer à l'opération, eh ben les communautés se sont vraiment identifiées en se disant bah, s'ils participent, bah, moi aussi je participe parce qu'on n'est pas si différents, on a presque le même nombre de followers, on est vraiment. Donc il y a eu un vrai pouvoir d'identification et donc ça a permis vraiment de maximiser les participations. Et comme la longue traîne, ce sont des petits influenceurs, on peut travailler avec énormément d'entre eux. On a travaillé avec 100 influenceurs dans le cadre de Voyage SNCF. Et, et c'est pour ça qu'une techno comme la nôtre, une techno de suivi, là rend un grand service parce que ça devient inhumain d'aller suivre tous les retombées, tous les partenariats, toutes les contractualisations avec 100 influenceurs. Alors je regarde s'il y a des questions un petit peu en rapport, voire pour répondre. Alors, intéressant, une question de Charlotte pour distinguer les influenceurs de moyenne traîne et de longue traîne. Alors, si on reprend un petit peu, encore une fois, ça va être assez arbitraire, mais si on reprend le chiffre du début, le chiffre des 1000 followers, ben moi je dirais que finalement, la longue traîne, elle est un petit peu avant 1000 et la moyenne traîne, elle démarrerait à 1000. Même si, encore une fois, sur un réseau, par exemple, comme Instagram, où on a rapidement beaucoup de followers, on pourrait faire quelques variations. Moi, je dirais notre cœur de cible moyenne traîne, aujourd'hui, c'est plutôt 5000, de 5000 followers, par exemple, sur Instagram, de 5000 followers à 30, 50 000 followers. Et la top moyenne traîne, on serait au-dessus de 50 000 followers sur Instagram. Voilà, Charlotte, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors ça, c'était sur une première bonne pratique qui était sur le choix des influenceurs. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans des exemples de stratégies qui ont été menées auprès de marques, que Rich, que ce soit Rich. Et après, j'ai trouvé des stratégies qui étaient extrêmement intéressantes qu'on n'a pas menées. Et aujourd'hui, dans l'influence, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'évangéliser et que le maximum de marques se mettent à faire de l'influence. Donc, on a quand même voulu mettre en avant des stratégies qui ont été faites par d'autres personnes parce qu'on les trouvait intéressantes. Déjà, d'une manière générale, ce qu'on remarque, c'est que les stratégies en plusieurs étapes, en entonnoir, sont celles qui marchent le mieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les données que vous allez réussir à avoir sur les influenceurs, quelle que soit l'analyse avant de faire un partenariat que vous aurez, vous ne saurez jamais comment les communautés vont réagir à votre marque. On peut être extrêmement précis, on peut réussir à le prévoir au maximum, mais il y a quand même une incertitude. Et c'est pour ça que le mieux, c'est de travailler d'abord avec un pool d'influenceurs assez large, donc là que j'appelle influenceurs, où on va travailler avec 30, 50 influenceurs sur un partenariat qui est pas forcément très engageant, on va leur offrir un produit. Et puis ensuite, avec les meilleurs d'entre eux, on va aller plus loin. On va les passer ambassadeurs. On va faire quelque chose d'encore plus engageant. Et enfin, peut-être avec deux d'entre eux, on va vraiment les mettre partenaires et on va monter avec eux des stratégies encore plus engageantes. Et cette stratégie en entonnoir, elle permet à chaque fois de repérer les meilleurs influenceurs et faire finalement de l'A/B testing de l'influence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque qui est efficace. Et donc, la manière dont je vous ai présenté les stratégies qui vont suivre, eh ben, je vous les ai présentées au regard de ces trois étapes. La première étape, donc influenceur, je vous parlais d'une stratégie qui est pas forcément très engageante, c'est de faire tester un produit. On envoie des produits. Là, je vous ai mis l'exemple de Hugo et compagnie, qui est une maison d'édition pour qui on travaille, et on a offert à des influenceurs des livres qu'ils ont pu lire pendant l'été, en vacances. Ils ont fait des mises en scène, des mises en situation du livre, des mises en situation du contenu du livre aussi, parfois des citations. Donc là, ça permet de travailler avec beaucoup d'influenceurs et d'avoir vraiment beaucoup de contenus qui sont produits et d'analyser à chaque fois la pertinence des contenus. Comme je vois que le temps passe assez vite, on se garde dans les questions-réponses peut-être la notion importante de est-ce qu'il faut rémunérer ou pas rémunérer les influenceurs. Ça, on va échanger là-dessus parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Et donc voilà un exemple, c'est vraiment, on va dire, le classique de l'influence, faire tester son produit, faire tester son service.
quand on est en B2B, voilà, proposer des bêtas de son logiciel à des influenceurs, voilà, essayer de le répandre au maximum de monde. Une fois qu'on a fait ce test produit et qu'on a eu le maximum qu'on a pu mesurer les interactions, on va passer à l'étape ambassadeur. On va prendre peut-être les 5 meilleurs, et là on va faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec tout le monde, qui est plus engageant. Là, par exemple, c'est quelque chose qu'on va faire avec Cdiscount, qui est de mettre en place un jeu concours. Le jeu concours, on va pas le faire avec 30 influenceurs, parce il va y avoir une notion de répétition qui va pas plaire aux communautés, une notion de trop vu. Et donc, on va prendre 3 4 influenceurs qui vont porter ce jeu concours auprès de leur communauté. Euh, donc là, c'est l'exemple de Cdiscount. Ce qui est assez intéressant dans cet exemple, c'est qu'on demande aux communautés d'aller chercher, de voir quel cadeau ils veulent gagner. Et donc, ça permet d'envoyer du trafic sur le site. Et là, je ne sais pas si vous voyez dans le post A, B, C, D, on voit que c'est une URL raccourcie. Donc ça, c'est une URL qu'on génère directement par notre outil, qui nous permet de voir le nombre de visites qui a été généré par ces différentes URL. Ça nous permet de donner des URL qui sont différentes à chaque influenceur. Comme ça, on va pouvoir traquer l'efficacité de chaque influenceur au-delà des engagements, mais vraiment en termes de visites. Et ensuite, on va même pouvoir suivre les conversions pour les perdants du concours qui voudront quand même acheter ce qu'il y avait eu à gagner. Donc, les jeux concours, ça permet vraiment d'assurer un partage des contenus. Ça permet aussi de se reposer sur l'efficacité sociale d'un réseau. Par exemple, Facebook, quand on fait un jeu concours en mentionnant des amis ou par partage, et ben forcément, on joue sur l'aspect viralité de Facebook. Et donc, ça fait que c'est des jeux concours qui, en général, cartonnent. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire avec nos ambassadeurs. Alors je vois une question de Béatrice. Un influenceur qui reste au niveau test produit va-t-il perdre l'intérêt vers sa marque et être moins motivé? Alors moi je pense pas. Je pense qu'il faut pas faire monter tous les influenceurs en ambassadeurs. Je pense que ça se gagne et que c'est lié à l'engagement, à la qualité de la participation. Évidemment, l'exemple que je vous ai donné de partir de 30 et et de filtrer à 4, ça peut être aussi différent. Peut-être qu'on en sort, peut-être qu'on va de 30 à 20, mais de toute manière, même si ces influenceurs, ces 10 qui ne sont pas sélectionnés pour la suite, perdent l'intérêt vers la marque, on les a pas choisis aussi parce que leur taux d'engagement n'était pas non plus au rendez-vous. Et c'est un coût de garder une relation avec un influenceur. Et donc, on va essayer d'être rationnel dans cette vision. Et finalement, c'est aussi stratégique de pas tous les garder, quitte au prochain test produit à faire rentrer de nouvelles têtes pour encore améliorer à chaque fois son pool d'ambassadeurs et de partenaires. Voilà. J'espère, Béatrice, avoir répondu à votre question. Ensuite, le Graal de l'influence marketing, l'étape ultime, c'est le côté partenaire. Le côté partenaire, c'est encore plus fort que le côté ambassadeur. Il est réservé vraiment à nos meilleurs influenceurs, à ceux qui ont été les plus engagés dans le partenariat, ceux qui ont le plus participé. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on a fait une OP par exemple avec la Halle où fallait faire des looks, dont les influenceurs avaient des bons d'achat et se sont achetés des looks et se sont pris en photo. Et ben, il y a des influenceurs qui ont fait 3 looks, 4 looks, qui ont posté sur tous leurs réseaux, qui ont été hyper engagés, hyper contents de ce partenariat. Bon, ben ça c'est eux qu'on va faire monter en partenaire. Au contraire, on a eu un, deux influenceurs, c'est toujours comme ça, à peu près 10%, qui font, on va dire, le strict minimum. Pour l'illustrer, on en a un, par exemple, qui a juste acheté un pull, et puis ensuite qui s'est acheté que des caleçons. Évidemment, c'est compliqué de mettre en avant des caleçons quand on fait des looks. Donc c'était vraiment, on a senti qu'il a accepté le partenariat, qu'il a fait ce qu'on lui avait demandé, mais pas plus que ça. Et ça, c'est toujours un ou deux influenceurs ou quelle que soit l'analyse qu'on a fait avant qui tombe là-dessus. Et évidemment, quand on va aller dans notre stratégie montante ambassadeur-partenaire, ben, on va se concentrer sur les plus impliqués. Et donc la co-création, là, ça va vraiment loin. Euh, c'est euh, c'est de profiter de la créativité des influenceurs pour co-créer, par exemple.
Là, je vous ai mis l'exemple d'Helmut, qui est une marque de bijoux, où a été fait avec l'influenceur une collection capsule. Donc c'est un bijou où l'influenceur l'a travaillé en partenariat avec la marque. Et en plus de ça, donc ça permet à l'influenceur d'être extrêmement engagé dans le partenariat. Ça lui permet aussi d'assurer un relais parce qu'elle se sent investie dans la marque. Et là où ils sont allés très loin, Helmut, et c'est aussi parce que c'est une start-up, c'est qu'ils ont même rétro-commissionné l'influenceur sur les ventes de cette collection. Donc là, l'influenceur était encore plus motivé à parler de la marque et du produit. Donc ça, c'est quelque chose qui est imaginable quand on fait de la co-création. Évidemment, la co-création est toujours un petit peu plus dure dans les grands groupes où le marketing produit et le marketing com est un peu parfois difficile à rassembler. Et donc, c'est difficile de faire intervenir des influenceurs dans la création dans le but qu'ils communiquent derrière. Puisqu'on a bien compris que pour une marque de cosmétiques comme L'Oréal, on n'a pas forcément besoin des ambassadeurs pour faire un produit, pour faire la formule chimique d'un produit, mais on a besoin de l'influenceur pour qu'il le relaye derrière. Et là, il faut pouvoir mixer marketing produit et marketing communication. Un autre exemple que je trouve intéressant de la marque Brice, alors là, c'est pas nous qui l'avons fait, mais je le trouve extrêmement intéressant. C'est Ils ont pris 5 influenceurs, et là pour le coup, c'est vraiment de la moyenne traîne. Moi, je suis allé voir ces influenceurs qui sont suivis par 2000, 3000, 5000 personnes, mais qui ont vraiment un talent, qui ont vraiment une distinction, et ils leur ont permis de créer un peu leur propre e-boutique. C'est le nom de l'influenceur.brice.com, où en fait l'influenceur a fait une sélection des produits de chez Brice. Un pantalon, une veste, vraiment leur mini boutique. Et les influenceurs sont un peu ambassadeurs de cette boutique-là. Donc ça, je trouve que c'est une belle OP pour deux raisons. Parce qu'elle respecte finalement deux bonnes pratiques qu'on a vues, qui est de travailler avec les influenceurs de moyenne traîne, qui ont été hyper engagés et hyper flattés d'être dans ce partenariat, et donc qui a généré beaucoup d'interactions et les faire participer, de les rendre partenaires de la marque en créant une e-boutique, en co-créant avec une e-boutique. Donc voilà, on a vu ce côté donc entonnoir dans la collaboration, influenceur, ambassadeur, partenaire. Avant de finir sur ces bonnes pratiques, j'ai un peu la bonne pratique ultime à rajouter, souvent oubliée, c'est l'amplification. En fait, c'est d'ailleurs même l'appropriation et l'amplification. Aujourd'hui, beaucoup de marques font de l'influence, donc font appel à des influenceurs pour faire des beaux contenus, et puis souvent, on ne s'approprie pas ces contenus. Aujourd'hui, on remarque qu'une marque qui va reprendre les contenus des influenceurs pour les poster sur ses propres réseaux, qui va les amplifier, c'est-à-dire qui va faire du Facebook Ads, en visant notamment les communautés de l'influenceur, les communautés de la marque, les communautés des amis des fans de l'influenceur, en faisant du Facebook Ads, de l'Instagram Ads, voire même de l'achat média, ça cartonne. C'est des stratégies qui ont été mises en place par encore trop peu de marques et c'est extrêmement efficace. Et si on y réfléchit, en fait, c'est assez logique. C'est que quand on fait de l'influence marketing, on paye deux choses. On paye d'abord la création du contenu, donc finalement l'idée, l'originalité, et on paye l'influence. Et donc, quand on fait appel aux influenceurs sans amplification, finalement, on a le frais fixe de la création du contenu qui n'est amorti que par l'influence de l'influenceur. Si on va plus loin en amplifiant ces contenus, en, en se réappropriant ces contenus, en faisant de la newsletter, en le mettant en avant sur les réseaux sociaux de la marque, eh ben, on arrive à finalement capitaliser sur la partie de la création du contenu et étendre le côté influence et diffusion. Donc s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier après avoir fait son influence marketing, c'est l'amplifier et s'approprier les contenus des influenceurs. Voilà. Pour finir, je trouve que l'influence, elle est bien illustrée par cette phrase, par cette citation. Il n'y a pas de publicité aussi puissante qu'une bonne réputation qui voyage rapidement. Et aujourd'hui, l'influence marketing, elle permet de
finalement de générer ces deux points, la bonne réputation et la rapidité du voyage grâce à la force des réseaux sociaux. Donc, merci de m'avoir écouté jusque-là. Donc, mes collègues ont dû répondre au fur et à mesure à vos questions. Je vais aussi, moi, y répondre à l'oral. Donc, je vais reprendre les questions précédentes. N'hésitez pas à en poser de nouvelles. Alors, je regarde si. Alors, je vois une question d'Adrien, donc qui concerne plus Rich, qui est quel est votre modèle de rémunération? Alors, nous, comme je vous l'expliquais au début, on a trois piliers qui sont la communauté d'influenceurs, la techno et le conseil. Et donc, grâce à ces trois piliers, on vient monter des opérations pour les marques. Donc, notre modèle de rémunération, il est assez simple. Lorsqu'on est briefé par une marque, quand on comprend sa problématique et son objectif, on vient, nos équipes, on met en place une stratégie d'influence, on réfléchit à une stratégie et on vient monter une opération. Et donc, on aura un prix pour cette opération. Et donc voilà, c'est un prix à l'opération, comme vous pourriez y avoir chez une agence. Et ce montant de l'opération, il est souvent divisé entre finalement la rémunération des influenceurs, qui pèse pour la majeure partie du prix de cette opération, et l'autre partie sur notre temps homme et surtout notre techno, qui finalement nous permet aujourd'hui de réduire au maximum le temps homme et de le concentrer vraiment sur des tâches stratégiques. Voilà. Adrien, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je vois une question de Charlotte. Alors, on travaille en effet aussi avec des agences de com, des agences RP, des agences parfois d'influence qui ont besoin d'étendre parce que eux se concentrent sur des stars de l'influence et ont besoin d'étendre à la moyenne traîne. Et donc finalement, on va travailler avec ces agences en sous-traitance, en marque blanche ou en visible. Et c'est ce que nous, on essaye de pousser parce qu'aujourd'hui, je pense que les marques ont bien compris qu'il y a un côté expertise dans l'influence et comprennent bien que le rôle de l'agence, c'est que l'agence de la marque, elle a la connaissance client. Nous, on apporte la connaissance influenceur. Et ce mix des deux, il est extrêmement puissant. Donc c'est comme ça qu'on aime travailler avec les agences. Alors, une autre question de Charlotte, avez-vous des domaines de prédilection? Aujourd'hui, dans nos 5000 influenceurs, on a un peu tous les domaines. On a le B2B d'ailleurs, on a le sport, on a des influenceurs vélo, mais c'est vrai que historiquement, on a commencé par recruter les influenceurs mode, beauté et lifestyle. Donc on a beaucoup d'influenceurs dans cette thématique. On a à peu près 2000 influenceurs dans la thématique mode, beauté, lifestyle. On a de plus en plus d'influenceurs côté bien-être, food, notamment quand le food se cumule avec le bien-être. Là, on a de très beaux influenceurs. Et enfin, comme on a mené pas mal d'opérations dans le sport, notamment pour Tissot, qui était partenaire du Tour de France, on a de plus en plus d'influenceurs sport, vélo, course, etc. Voilà. Donc voilà, Charlotte, ça répond à votre question. Le high-tech, on continue de recruter. On mène des opérations actuellement pour Philips, où on recrute pas mal d'influenceurs high-tech. Alors, j'ai une question de Hind. Vous travaillez uniquement sur le marché français. Alors, aujourd'hui, on travaille sur le marché francophone. C'est-à-dire qu'on a à peu près 80% de nos influenceurs en France. Les 20% restants sont séparés entre la Suisse, la Belgique, le Maghreb francophone, l'Afrique francophone, et on a quelques influenceurs au Québec. Je ne sais pas pourquoi, parce on n'a pas forcément orienté notre communication là-bas, mais on a c'est assez marrant, mais on a parmi les plus gros influenceurs québécois. Donc si Hind, le Québec vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Quel autre marché nous paraît plus mature? Évidemment les US. Les US, c'est le marché le plus mature dans l'influence. Et si on prend le cas de l'Europe, on est en train de mener des opérations test au UK et on voit que les influenceurs sont très pros et que le marché est très mature au UK et aussi en Allemagne. Voilà, je vois une question d'Anthony. Pour amplifier efficacement, quel budget compter? Très bonne question. Nous, on travaille d'ailleurs à essayer de déterminer le meilleur budget d'amplification. Aujourd'hui, on essaye de faire le mieux, mais on n'arrive pas toujours à l'obtenir côté marque, c'est d'être 50-50. 50% sur finalement l'influenceur, la création du contenu, et 50% sur l'amplification. Ça, c'est la théorie. Aujourd'hui, ce qu'on arrive quand même à obtenir, c'est plutôt un tiers. C'est-à-dire, on prend un tiers du budget
du budget de l'influence qu'on peut mettre dans l'amplification. Mais l'idéal, pour moi, serait 50-50. Alors, une question de Kevin, d'ailleurs, qui nous amène sur les arguments pour ne pas rémunérer un influenceur et les solutions. Et je pense que ce sera notre dernière peut-être question, et qui est la question importante de la rémunération des influenceurs. Déjà, je pense qu'il faut pas balayer d'un revers de la main l'un et l'une des deux méthodes. Ces deux méthodes qui sont différentes et complémentaires. Rémunérer les influenceurs, c'est un aspect marketing. Quand on les rémunère, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec eux. On va pouvoir valider la cession de droits d'auteur pour pouvoir récupérer les contenus à titre corporate. On va pouvoir demander de publier à une heure différente, enfin à une heure précise, avec un hashtag précis, avec des conditions particulières, valider le contenu. Donc on est vraiment dans une approche marketing de l'influence. Aujourd'hui, un influenceur va difficilement lancer un jeu concours sans rémunération. Euh, donc la rémunération a des avantages. L'absence de rémunération, elle permet aussi d'avoir un côté, je surprends mon influenceur. Évidemment, elle a un côté économique budget, mais aussi, elle nécessite beaucoup plus de temps pour relancer les influenceurs. Et en plus de ça, on n'aura pas, on n'aura pas 100% des influenceurs qui publieront, et on ne pourra pas choisir les réseaux sur lesquels ils publient. Et donc, finalement, je pense que les deux sont complémentaires, et que parfois, on veut forcément faire de l'absence de rémunération. Or, on se rend compte que ça nous coûte très cher en temps, très cher en cadeaux, parce qu'on n'a pas 100% des publications, et que finalement, rémunérer 10 influenceurs pour être sûr de ce qu'on va avoir va parfois être plus intéressant. Donc nous, à chaque fois, on regarde laquelle des deux approches nous semble la plus intéressante compte tenu des objectifs et compte tenu de la marque. Et pour répondre plus précisément à la question des arguments, les arguments qui marchent bien, c'est évidemment le côté startup, le côté innovant. Montrer qu'on a cherché à comprendre, qu'on connaît son influenceur, qu'on voit ce qui manque. J'ai vu que vous aviez que vous veniez d'acheter un canapé et que vous n'aviez pas de coussin, donc je viens de vous offrir un coussin. Là, ça montre vraiment qu'on connaît son influenceur, et l'influenceur, il est touché, comme tout le monde, par ces attentions-là, et donc dans ce cas-là, c'est des arguments qui pèsent en faveur de l'absence de rémunération. Donc, pour résumer, Kevin, euh, déjà, la marque en elle-même doit avoir des avantages, des côtés un peu made in France, innovants, sexy, start-up qui plairont aux influenceurs. Et deuxième point, la connaissance de son influenceur. Je vais répondre à une dernière question, puisqu'on est, on est on est plus dans les temps. Alors, euh, quels sont les liens, une question de Marine, quels sont les liens entre un influenceur et sa communauté? En quoi se ressemblent-ils? Euh, alors, le lien entre l'influenceur et la communauté, comme je le disais, je pense qu'il a tendance à s'éroder en fonction du temps. Euh, et, euh, et donc enfin en fonction, je veux dire, de l'influence. C'est-à-dire que plus on est suivi, moins le lien est fort parce que le nombre de points communs diminue. Et donc le lien qu'a un bon influenceur avec sa communauté, un influenceur de la moyenne traîne, c'est souvent lié aux points communs qu'on retrouve dans son discours. C'est-à-dire que si l'influenceur il parle de beauté, il parle de cosmétiques, c'est parce que les gens le suivent pour la cosmétique et cherchent à découvrir des produits cosmétiques. Quand un influenceur parle de la grossesse, bon, ben, les communautés suivent pour ce côté, enfin, suivent parce qu'elles sont dans ce cas de figure. Donc voilà, le lien, il est souvent lié à la prise de parole. Euh, alors, on a une question de Clément. Pensez-vous que les influenceurs soient plus efficaces que les panneaux 4x3 en bord de route? Alors, je réponds à la question surtout parce qu'elle me fait rire. Alors, oui, évidemment, moi, je suis persuadé que c'est plus efficace que les panneaux 4x3 en bord de route. Déjà, parce qu'au moins, on peut suivre. On peut suivre les résultats, on a quand même de la data qu'on a difficilement sur un panneau 4 par 3 en bord de route. Et puis parce que on sait quelle communauté on vise quand on choisit ses influenceurs, alors qu'aujourd'hui, quand on a un panneau en 4 par 3 en bord de route,
hier et aujourd'hui, on peut juste viser les voitures qui ont des plaques qui se finissent en numéro pair et des plaques qui se finissent en numéro impair, ce qui est un petit peu moins précis. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère que ce webinaire vous a plu. Vous retrouvez sur la dernière slide nos coordonnées, notre adresse email. Je vais aussi mettre l'adresse de tous mes collègues, ou peut-être ils vont avoir le temps de vous mettre l'adresse donc de Yannick, Julie, Clémence. Globalement, il suffit de faire prénom @reach.com pour chacun d'entre eux. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas téléchargé notre livre blanc, il est accessible directement sur notre site internet. Voilà, bah, merci à tous et puis bonne journée.